Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du carnet de l'étudiant étranger. Nous allons aborder un sujet capital, on va parler du mal-être étudiant. Nous avons un invité spécial, nous recevons Martin qui n'est pas du tout étudiant étranger, il est français et ensemble nous allons essayer de briser les tabous qui entourent cette thématique. Parce que la santé mentale des étudiants est universelle et c'est intéressant de voir comment est traité ce sujet dans différentes cultures. D'abord, bonjour Martin, comment vas-tu ? Salut, ça va bien. Tout va bien. Tu es content d'être là ? Très bien. Ok, donc nous sommes heureux de t'avoir aussi, donc je suis avec Aristide. Voilà, donc en 2025, la santé mentale ne doit plus être mise sous le tapis. En effet, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins ont présenté une communication relative à la santé mentale, grande cause nationale pour 2025. La santé mentale est un enjeu primordial pour notre société qui touche une large part de la population. Un Français sur 5 est concerné par de troubles psychiques, ce qui représente un défi collectif majeur. Ces troubles, comprenant des pathologies telles que la dépression, l'anxiété ou encore les troubles du comportement, affectent toutes les catégories de population avec une vulnérabilité accrue chez les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Au 31 janvier 2025, ce sont 550 960 patients qui en ont déjà bénéficié avec une moyenne de 5 séances par patient. Depuis le 1er juillet 2024, les étudiants peuvent bénéficier de 12 séances gratuites avec un psychologue partenaire sans avance de frais. Pourtant, la situation reste très préoccupante dans une société où nous sommes de plus en plus confrontés à la violence, à la stigmatisation et à l'isolement. Ouais. En effet, chaque année, environ 200 000 tentatives de suicide sont recensées en France, avec près de 9 000 décès, plaçant ainsi le pays parmi ceux aux taux les plus élevés en Europe. Oh là. La crise sanitaire de la Covid-19 a aggravé ces problématiques, en particulier chez les jeunes adultes. 40% des 18-24 ans souffrent aujourd'hui de dépression modérée à sévère, contre 26% avant la crise. Et qu'en est-il des étudiants étrangers en France ? Ceux-là qui sont confrontés à une nouvelle culture et à un système éducatif différent, loin de leur famille et de leurs amis. Oui, les étudiants étrangers en France font face à plusieurs défis. En premier, nous avons le sentiment d'isolement. L'éloignement géographique de la famille et des amis crée souvent un vide émotionnel. Cet isolement peut s'accentuer dans un contexte où les repères sociaux et les soutiens habituels sont absents, ce qui accentue les sentiments de solitude. Et nous avons aussi un deuxième défi, en tout cas pour les étudiants étrangers en France, le stress académique. Les exigences académiques dans un nouvel établissement peuvent être écrasantes. La pression des examens, l'adaptation à différentes méthodologies d'enseignement et la charge de travail accrue constituent des sources significatives de stress. S'il n'est pas bien géré, ce stress peut affecter la performance académique et le bien-être général de l'étudiant. Et un autre défi, nous avons les difficultés d'adaptation culturelle. S'adapter à une nouvelle culture implique de comprendre et d'assimiler des nouveaux codes sociaux, ce qui peut être déroutant et épuisant. La barrière de la langue, les différences dans les normes comportementales et académiques, ainsi que les attentes sociales peuvent créer un obstacle supplémentaire, rendant l'intégration complexe et parfois stressante. Et enfin, voilà, nous avons les problèmes de santé mentale. Les étudiants peuvent être particulièrement vulnérables à divers troubles psychologiques tels que l'anxiété, les troubles de sommeil, voire la dépression. Voilà. Tout ça. Voilà. C'est ça. Alors Martin, peux-tu nous parler de toi en quelques minutes et nous dire ce que tu penses de ce sujet ? Eh ben, donc Jivik m'a gentiment invité ici, donc c'était avec plaisir que je parle de ça. C'est vrai que la santé mentale, pendant, je pense, longtemps, de manière globale sur la planète, hyper tabou, hein, parce que
ouais, synonyme de faiblesse un peu mentale. Faut être fort, faut être costaud par rapport aux difficultés de la vie. Et c'est vrai, faut se montrer fort, mais parfois se montrer fort, c'est aussi savoir demander de l'aide quand on est en détresse, en fait. Ça peut être de l'anxiété, de l'insomnie, tout ça, surmenage, etc., je pense. Mais Martin, parle-nous de toi aussi, on veut te connaître un peu. Exactement. Ouais. Moi, je suis donc étudiant, j'ai été étudiant de Rennais, j'étais à Rennes 2. Et voilà, Martin Brugalet. Et on peut me connaître aussi sous le nom d'artiste Nitram, je fais de la musique. Et pour parler de moi, j'ai fait aussi des études à la suite de ma formation d'art plastique à Rennes 2. J'ai fait des études de vidéo à l'ESRA. Et c'est vrai que, pour reprendre le sujet, c'était formation accélérée, très intense. Et ça, c'était sympa quand même. Pendant combien de temps? C'était une formation continue, accélérée, donc ça a duré 9 mois, ouais. 8-9 mois. Et, C'était un peu serré, quoi. C'était très serré même, pour être honnête. Moi, j'ai eu des difficultés. J'étais pas le seul dans la classe qu'on avait. Il y avait une autre personne qui vivait, séparée, d'origine africaine, malienne, si je me souviens bien. Je suis pas sûr. Et ouais, elle devait quand même aller chercher son enfant après les cours, tu vois. Il y avait plein de choses à gérer au niveau financier, tout ça. Donc, pour moi, de ce côté-là, c'est un peu plus simple parce que, je suis né à Rennes, enfin quasiment. Donc, mes parents, ils ont toujours été là à peu près s'il y a vraiment besoin. J'avoue que là, j'ai été plutôt favorisé de ce niveau-là, tu vois. Ouais, et à part les études de vidéo, t'en as fait d'autres? Je sais pas. Des études, j'ai commencé par psycho. Ok. Avant l'art plastique. D'accord. J'ai fait psycho et en vrai, ça m'a plu. Je le faisais en vrai, comme beaucoup, je pense, pour se comprendre. Ouais. Tu vois, je cherchais pas mal de réponses. Comment je fonctionne, puis j'ai pas mal subi de l'anxiété, je pense, pendant l'adolescence, vraiment à un stade corsé. Voilà. Hein. Ok. Et donc, si je comprends bien, après ton bac, tu as fait psycho, après tu as fait art plastique, et finalement, tu as fait des études d'audiovisuel. C'est ça. Ouais. Okay. Ça a pris du temps. Hein. La passion de l'image animée et tout, au début, c'était, comme je te disais tout à l'heure, hein, c'était des animations en 2D, tu vois, sur des logiciels, tout ça, ça me passionnait à fond, mais puis à l'époque, j'étais en terminale ES, économique et sociale, à Victorienbach. Et je le faisais, tu sais, pour rassurer les parents, tu vois, faire genre, je suis le cursus, quoi. Ouais, en vrai, ça m'intéressait pas le moins du monde. Je sais pas, le lycée, j'ai à côté. Ah ouais, je le faisais parce que, tu vois, c'est la preuve, j'ai eu 10,5 au bac. Ok. Genre 10,1 même, je crois, un truc comme ça. D'accord. C'est limite. Ok. Et mais personnellement, moi, c'était... Ouais, ça doit être la pire période de ma vie, tu vois. Ah ouais. Ok. Ça tombe bien, vu qu'on parle de mal-être, de santé mentale, tout ça, c'est top. Tout à fait. Est-ce qu'effectivement, durant tes études, quelles sont les choses ou les éléments qui te plongeaient dans un mal-être? Alors moi, si je pense à vous, les étudiants étrangers qui viennent en France, je pense que sur le plan... là, c'était encore avant, tu vois, 17 ans. Donc, ce qui me mettait vraiment... Financièrement, ça allait, tu vois, j'étais chez les parents, je prenais le bus, machin, tout ça. Mais je pense, la perte de sens. Tu vois, perte de sens dans ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Je ne mets pas la faute sur les profs, tu vois, parce que c'est un peu le système académique français aussi. Genre, mais rien ne m'aurait empêché d'aller faire un bac, tu vois, techno. Ouais. Ça m'aurait peut-être plus plu, je pense. Mais toi, Aristide, qu'est-ce qui te plongeait dans le mal-être durant tes études? Bonne question. Ah non, c'est un vécu, hein. C'est quelque chose qui... Ouais.
qui existe, effectivement. En fait, moi, je m'identifie un peu dans ce qu'il dit. Moi, par exemple, je me souviens très bien qu'en 2019, j'ai entamé la première année en master en sciences de l'éducation. Et du coup, j'ai eu un stage à la mairie de Rennes et j'avais 2 boulots. Ouais. Donc, le matin, je devais partir de chez moi à 5 heures du matin. Je prenais un bus, j'habitais à Saint-Laurent. Et puis, et donc, je devais travailler à peu près 1h30, à peu près 2 heures, on va dire ça. Et après, donc, il fallait que j'aille dans les bureaux, bien sapé, pour faire mon stage. Ok. Et à la sortie de mon stage, donc vers 17h, il fallait que j'entame un autre boulot vers 17h30. D'accord. Et donc, c'était ça mon rythme, tu vois. Pour moi, c'est un autre niveau de... Tu vois, Ouais. c'est encore le stade au-dessus, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure aussi, moi, mes parents, ils ont assuré un filet de sécurité financier. D'accord. Tu vois. Mais c'est vrai que je pense à vous, ça doit... Donc, du coup, les étudiants étrangers, Erasmus... Ouais. Du coup, c'est ça, en fait. C'est ce côté-là où je m'en rendais pas compte au début, mais c'était une grosse charge mentale. Et moi, je me disais, il faut que j'y aille. J'y vais. Mais il y avait un certain moment en classe, je n'étais pas du tout concentré. Ah oui. Il y a des fois où je me disais, à 17h, j'ai un boulot. Donc, du coup, mais je gardais un peu le sourire, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis, tu somnoles un peu, tu vois. T'es moins oui, ça a beaucoup. un impact. Ah oui, beaucoup. Et maintenant, en fait, je vécu toutes ces périodes-là dans ces choses-là. Et du coup, je m'en rendais pas compte, en fait. Mais je ressentais quand même un mal-être. Mais je n'étais pas conscient de quoi il s'agissait. Oui. Peut-être parce que personne ne m'en a parlé avant, je n'étais pas prévenu, tu vois. Et je vivais dedans. Et même mes amis, pour eux, ils voyaient que tout allait bien, tu vois. Tu veux garder la face aussi, tu vois. Eh bien, exactement. Mais je me souviens très, très bien, très précisément, que mon tuteur de stage, il me disait, ça va rester. À chaque fois, il me posait la question. Et moi, je me disais, est-ce qu'il a capté quelque chose? Ouais. Il se doute de quelque chose, peut-être. Ouais. Mais je lui en ai jamais parlé. Ouais. Et avec le temps, ça a eu des répercussions, effectivement, sur mes études. Et puis, après un certain moment, ça s'est passé. Donc, du coup, est-ce que j'étais conscient vraiment de ce que je vivais? La seule chose dont je suis sûr, c'est que j'avais un mal-être. Ouais. Mais maintenant, avec un peu de recul, avec des témoignages comme celui de Martin, je me disais, donc j'ai vécu. Moi, je pense que j'étais vraiment dans la dépression. J'étais vraiment dans la dépression. Donc voilà. Mais on est d'accord qu'à ce moment-là, tu n'arrives pas à mettre un mot sur ça. Tu te dis pas que je suis en dépression. Tu te dis pas ça. Ah ben non. Ouais, non, du tout. Voilà, pour te dire, j'étais pas vraiment du tout conscient de ce que je vivais. J'étais pas du tout conscient. Et puis, non, je me disais, ok, c'est normal. Et puis peut-être c'est parce que j'ai un background, en fait, culturel qui est différent, en fait, et puis même, en fait, en France, c'est pareil. Hein. Franchement, il y a ce truc, tu vois. Moi, j'ai... Ouais, pareil, pas envie. C'est honte de. Je me souviens, j'étais allé voir un psy à cet âge-là, tu vois, vers 17 ans, 16 ans, 17 ans, parce que j'avais fait une crise d'angoisse. Ah, t'es parti voir un psy. Je suis parti pour un psy, et tu sais, ça m'a. Genre, je me retrouve face à un mec de 40 balais, bien propre sur lui, belle cravate et tout. Ouais. Mais je me sentais en décalage, tu sais, je me disais, mais ouais, c'est l'affiche, tu vois, en fait, genre. J'étais pas prêt, quoi. D'accord. Mais toi, Martin, à ce moment-là, quand tu vas voir parce que pour passer à l'acte quand même d'aller voir un psy, ça veut dire que vraiment tu te dis il te faut vraiment quelqu'un qui parlait, quoi. C'est vraiment ça. Le truc, c'est que j'en ai parlé à mes parents. J'ai fait ça va pas, machin. Ouais. La crise d'angoisse, j'ai fini à l'hôpital quand même avec cette crise d'angoisse là. Ok. Et du coup, mes parents, ils m'ont ma mère, tu sais, anxieuse et tout, qui se fait du mouron, elle dit vas-y, on va t'emmener voir un psy. Ça l'a pas fait. Ouais. En tout cas, moi, je pense en toute honnêteté que si tous les étudiants étrangers passaient un examen ou je sais pas quoi, on doit tous voir un psy. Parce qu'au fait, je pense en toute honnêteté que on est lié par un problème commun.
Mais oui, Tu vois, parmi tous les défis que j'ai cités, tu vois, l'isolement, le stress académique, c'est commun ça. On est lié par ces petites choses-là. C'est ce qu'on disait la fois dernière avec notre invité Aurel. Ouais. Toutes les difficultés financières et autres. Tout ça fait qu'effectivement, c'est un déchaînement en fait, de choses qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Ouais. Mais Martin, j'ai quand même remarqué qu'en France, par rapport à d'où je viens, j'ai remarqué qu'ici, bien qu'il y a quand même encore un tabou, mais la parole est quand même libérée, quoi. Bah, oui. Il y a quand même des gens qui... Bon, en fait, c'est normal. Ouais, c'est envisageable, tu vois. Ouais, dans certaines familles, quand même, je pense, plus que d'autres, tu vois. Ouais. Genre, moi, j'ai 2 parents profs, tu vois, ils sont dans l'éducation nationale. Leur boulot, c'est d'éduquer un peu les enfants, en tout cas, leur inculquer des choses, des valeurs, peut-être, des choses-là. Donc, ouais, ils sont dans ce truc un peu... Puis moi je suis petit dernier, donc il y a aussi l'effet tu vois, parent protecteur quoi. Ouais. Ok. Mais je pense que puis en fait en France il y a plein de structures pour se faire aider. Genre faut pas se dire de toute façon là je pense que le débat est hyper ouvert maintenant au niveau de cette prise de conscience, tu vois. Tu vois plein de personnes sur YouTube qui parlent ouvertement de leurs troubles. Voilà, tu vois, donc... Et puis revenir effectivement, à quel moment, en fait, pour ton cas, à quel moment où tu as senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Et peut-être l'autre question, je pense que tu l'as répondu, c'était de savoir aussi, c'est toi qui as pris le premier pas? Non. Bah non, un peu comme beaucoup, hein, que ce soit pour les burn-out ou les trucs comme ça, c'est le corps qui parle au bout d'un moment, tu vois. Suffit que, tu vois, ça peut être tomber dans les vapes, plus violent, moi ça a été plus violent. Mais donc le corps a parlé, je me suis retrouvé à l'hôpital et j'ai dû me refaire une santé et genre ça a duré, je pense, j'ai mis 4-5 ans à récupérer ma tête, tu vois. Ok. Genre, parce que c'était vraiment très, très, très violent à ce moment-là, parce que j'avais aussi... justement, tu vois, fierté, quoi. Je voulais pas être faible et tout. Je voulais assurer, tu vois. Donc, mon père, il me donnait des bons conseils. En vrai, il me donnait des bons conseils. Il me disait, tu sais, mange sainement, fais du sport, bois pas, dors bien, tout ça. Je l'ai fait, mais je me suis démené comme un fou parce que à cet âge-là, t'as de l'énergie, tu vois. Et j'étais ça n'a pas marché parce que ça n'allait pas, je sais pas trop, tu vois. Ça l'a pas fait. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai quand même un traitement de base qui me permet de ne plus être dans ce mode survie. D'accord. Tu vois. Tu n'es plus dans le mode survie, tu es en mode, ok, là, je suis à peu près apte, émotionnellement parlant, à bien interagir avec chacun, quoi. Et ce traitement, c'est des piqûres, c'est des médocs, c'est... Ouais, j'ai eu piqûre pendant un moment. Mais il y en a plein qui en parlent de ça. Genre, des traitements, ça peut te faire un peu... Enfin, là, c'est un peu un cas particulier, tu vois. Ouais. Mais piqûre, ça m'a pas trop satisfait. C'est plus simple au niveau de la prise en charge, parce que c'est 1 fois par mois, tu vois. Ouais. Donc, tu te sens vraiment normal. Hein. Tu sais, il y a plus ce truc où tu prends un médoc, tu vois. Ce truc un peu... Et en vrai, ça a marché, mais ça n'a pas duré parce que j'étais pas prêt, je pense, tu vois. Dépression. Et le tout combiné aux études, c'était juste pas possible, quoi. Là, quand je dis ça, la première fois, au début, j'avais rien, tu vois. Genre, c'est quand je suis allé voir le psy et tout, là, 17 ans. Je me souviens, j'avais toute une bande de potes. J'avais une copine et tout, tu vois. Mais c'est vrai que si à l'époque, on m'avait prescrit, mes parents, ils me disent tout le temps, ouais, tu sais, si on t'avait prescrit un traitement dès l'époque là, ouais, mais ça c'est un peu inévitable. Hein. Moi j'ai voulu être Popeye, tu vois. Ouais. Exactement. Je pense que tu évoques quelque chose d'un peu important. Et tu as dit ton entourage, en fait. Il y a ton entourage proche, tes parents, et donc ils sont au courant, ils sont conscients. Ouais, et puis j'ai 2 grands frères aussi. Comment ? J'ai 2 grands frères aussi. Ça. Ah, d'accord, ouais. Mais c'est des frères, c'est pas, tu vois, c'est un peu ce truc de...
D'accord. Est-ce qu'ils te comprenaient? Je veux dire, et tes amis, effectivement, je veux dire, ton entourage pas ton entourage proche, donc Ben tes non, amis, tu vois, ta copine, est-ce que, voilà, ils te comprenaient? Ils t'accompagnaient? non, parce que j'en parlais pas, tu vois. Ah, d'accord, ok. Genre, on allait faire une soirée avec des potes de l'époque. Et puis, tu sais, ça fumait pas mal, tu vois. Du cannabis et tout. Donc, et moi, le cannabis, chez moi, déclenchait du mal-être. Tu vois. Ok. Ça ne déclenchait pas de la relaxation tellement. Ça me mettait dans un état un peu trop vigilant, un peu trop Ouais. bizarre, tu vois. Ouais. Mais ces potes-là, en fait, tu vois, comme je disais, j'ai écouté mon père. Juste en passant, on déconseille. Hein. Ouais. On déconseille le cannabis. Bien sûr. Ouais. Je déconseille au CBD à la limite. Ah ouais, même le CBD, ça passe. À l'époque, c'était pas légalisé en France. Ah ouais, bon, maintenant ça va. Maintenant, il y a des moi, trucs. CBD, en tout cas pour tu sais, on est tous différents, tu vois. Ouais, genre, ouais. Il y a c'est ma psy qui m'avait expliqué ça. Elle m'avait dit, ouais, tu sais, il y a les névrosés et les psychotiques. Ok. Névrosés, c'est plus, ils ont besoin des autres pour j'espère qu'on s'écarte pas du sujet là. Non. Ils ont besoin des autres un peu pour se sentir bien. Ouais. D'accord. Et donc, c'est plus de contact avec les autres. On peut dire que c'est un peu de l'extraversion, tu vois. Et psychotique, c'est plus l'inverse. Pour te reconnecter à toi-même, c'est solo, tu vois. Ouais. Genre, t'es mieux quand tu te retrouves seul, mais t'as besoin aussi de sociabilité, tu vois, évidemment. Mais c'est des types de fonctionnement, des structures mentales un peu, personnalité, quoi. Ouais, mais en tout cas, tu vois, moi, par exemple, je sais que le truc qui m'a tabassé le plus, en vrai de vrai, c'est l'isolement, tu vois. Moi, c'est le premier truc que j'ai ressenti à mon arrivée en France. Isolement, hein. Je me suis senti seul. Bah ouais. D'un coup... La langue et tout, tu parlais bien français? Non, tu vois, j'ai dit ça dans l'autre podcast, c'est que je parlais français, hein, vraiment normal, mais... C'était pas la même vitesse. Les gens, ils vivent pas ce que tu vis, tu vois. Ouais, mais au fait, c'est-à-dire que moi, je parlais français, mais mais à chaque fois que j'arrivais à la fac, ça parlait très très vite, tu vois. Donc, même pour suivre des cours, donc j'étais obligé de sortir le dictaphone, un enregistreur pour aller réécouter à la maison, tout ça. Toi, t'étais un peu prévenu, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est aussi ça, c'est-à-dire, t'arrives, tu te rends compte que tu dois... En fait, il y a un obstacle en face de toi et comment je m'adapte. Et l'obstacle pour moi, c'était, je trouve on parle tous français, mais je me rends compte qu'ils parlent beaucoup trop vite. Ouais. Pourtant, c'est fluide, hein. Ils parlent pas vite, hein. Ils parlent juste normal, mais c'est juste que voilà, moi, avec mon français du Congo, tout ça, je prends le temps, là. Ben voilà, là, ça partait un peu vite, donc j'ai sorti le dictaphone. Mais c'est vraiment l'isolement dans le sens où, tu restes bloqué, dans ta chambre crous, 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, tu essayes de parler aux gens qui sont pas vraiment chauds et tout, donc il y avait ce premier truc-là, mais aussi le stress académique. Donc moi, je pense que Aristide, j'ai déjà dit ça, moi j'ai pas fait de boulot comme Aristide, mais je voyais les gens qui sortaient à 4 heures, tu sais, moi j'ai un pote, il va sûrement tomber sur ce podcast, hein, c'est quoi cette ville, au Mans. Le Mans, hein, au Mans. Il partait bosser à 4 heures. Je sais pas où il faisait quoi. Non, il vivait au Mans. Ok. Mais toujours au Mans là-bas, donc à 4 heures. D'accord. Il y a une voiture qui venait le récupérer en bas de son bâtiment. Il partait bosser et cette voiture venait le redéposer à 8 heures. Et du coup, il partait au taf à l'école. Et quand il finit le soir, il repart. C'était bizarre. Je sais pas si t'as vu, là, il y a un film, c'est l'histoire de Suleiman. Ah ouais. Bon, j'ai pas vu. Le mécanicien. Je suis allé le voir. D'accord. Franchement, mais les gens m'ont dit ils ont chialé. Mais tu sais moi Il doit être intéressant, je pense. Mais tu sais moi les films où les gens chialent, j'aime plus trop. Et je pense que c'est lié aussi. C'est un peu l'une des conséquences de tout. Alors, je remets dans. Ouais, tu vois. Ouais, je t'explique. Tu expliques bien les choses. Tu vois, avant d'arriver en France, d'accord, j'étais en Tunisie. Et en Tunisie, j'ai fait 4 ans. Et les 2 premières années en Tunisie ont été sombres. Vraiment sombres. Du coup, les 2 premières années en Tunisie étaient tellement sombres que j'ai développé un truc où je kiffais ça.
j'aimais ça. Ouais, tu te complais dans... Voilà, j'aimais cet état-là de sombre. D'accord. Tu vois, même quand les amis veulent me faire sortir et tout, je trouve toujours une excuse pour rester à la maison, ouais. rester seul. Et ce que je faisais, c'était quoi? Soit j'écoutais des musiques tristes, ou du coup, je chiale. Pour rester dans ton Pour état rester dans mon de- truc. Ouais, Soit je mets un film ouais, et triste. puis je pense que c'est système de protection. aussi. Oui, Ouais, exactement. ouais, voilà. Tu te mets Et effectivement, une sorte de carapace, quoi. tu sais que moi, pendant ce temps-là, c'est encore une histoire aussi d'étudiants étrangers, parce que je suis congolais en Tunisie, dans une ville, bref, c'est le même concept. Donc, moi, pendant ces années, je ne regardais pas des films d'action, tout ça. Non, c'était que de drames. Tu vois, je regardais que des drames. En fait, il faut que dans le synopsis, il faut que l'histoire finisse mal. Ça te fascine, quoi. Non, mais vraiment. Ça fait du bien. Donc, en gros, j'ai passé 2 ans à ne kiffer que... Je recherchais cette émotion-là. Ouais. Et aujourd'hui, je te cache pas, donc aujourd'hui, c'est 10 ans plus tard. Là, je te raconte, c'est de 2013 à 2015. T'as quel âge, toi? J'ai 30 ans aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, là, non? Ouais, non, j'ai 30... Non, j'ai 30 ans depuis le 9 janvier. Mais tu sais, j'étais en Tunisie, donc je suis arrivé en Tunisie en 2013 et j'ai fait 2 ans, donc les 2 premières années qui étaient sombres. Et c'est ça, et ça a duré 2 ans, quoi, 2013 à 2015. Je ne faisais que chialer et au fait, je voulais garder un environnement où je fais que chialer et tout. Donc, c'est à cause de ça que... Mélancolie, quoi. Voilà, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal à regarder un film... T'as pas envie de te remettre dans ce j'ai truc. plus envie de ça. Ouais. Quand je sais que c'est un film qui va faire chialer, où les gens te disent « Waouh, c'est un film poignant », je regarde pas. Ouais, et puis il y a un truc un peu de... Bah, ouais, tu vois, Suleiman, j'ai regardé parce que mon père m'a proposé, tu vois, cinéma à côté et tout. Et j'avais envie de me sensibiliser aussi à la condition des étudiants étrangers. C'est ça. Lui, c'était pas... C'est ça. Si, Bon, lui, je crois que c'est juste un c'est demandeur surtout- d'asile, Ouais, c'est pas un demandeur étudiant, mais c'est presque là. Et Mais c'était- enfin, après, je pense qu'on a un commun. On a en quelques- commun, ah oui. Tu vois, livreur Ah oui. il est livreur, le gars, à Paris, tu vois, donc Ouais. c'est... Bref. Mais ouais. Ouais, loin de la famille, Oui, voilà. tout ça. C'est pas évident, c'est pas évident. Et toi, il y a eu des moments où la famille t'a manqué, Aristide? Ah bah oui, ça c'est évident. Attends. Il y a eu des moments où tu as pleuré. Alors, pleurer... Attends, je précise. ouais. Tu sais, je lisais un truc où il disait que on pleure pour plusieurs raisons, mais les principales, on pleure de tristesse, on pleure d'impuissance D'accord. et on pleure De chagrin. de chagrin. Pareil, hein. Bon, c'est un peu de tristesse, mais attends, c'était on pleure d'impuissance, de tristesse et de regret. Ah oui. Voilà. Et toi, c'était quoi tes pleurs Ah bah déjà, tu me poses la question et tu réponds. Donc, mais tu as raison. Oui, j'ai pleuré. Et, alors, j'ai pleuré, je me souviens très très bien, hein, j'ai pleuré 2 fois. Alors, je me souviens, dans le bureau au fait, de la responsable qui était chargée d'accompagner les étudiants. Ouais. Parce que déjà, c'était la galère de trouver... C'était la galère de trouver... C'était la galère de trouver, du coup, un stage déjà. Ouais. Et toutes ces difficultés-là, donc, faisaient qu'en plus de ce que j'ai évoqué avant, Ouais. faisait que vraiment, ça pesait beaucoup. Mm. Donc, au début, quand je vais voir la responsable, non, j'ai aucun signe de détresse, aucun signe de tristesse. Mm. Mais j'arrive, je pense qu'elle a vu qu'à moi, il y avait un mal-être. Ouais. Et du coup, on commence à échanger. Et là, boum. Tout sort. Ouais, exactement. Bah, c'est Je me comme retrouve en pleurs. en Je te fait. jure que c'est comme dans le film Suleiman. Peut-être ça aurait été trop intense pour toi de le regarder. Ouais, ouais. Ah oui, Parce que c'est vraiment Ah non, mais maintenant, avec de recul, je peux le regarder, effectivement. Ok. Parce que je me souviens à l'époque, mais, moi-même, je me disais, vous savez, enfin, on est bien d'accord que les hommes, mais des fois, on a cette culture de se dire, on reste fort, C'est c'est exactement bon. ce que j'allais dire. C'est le truc de... Tu vois, c'est ça, t'es un homme, tu pleures pas, quoi. Exactement. Tu pleures en cachette, quoi. Ouais. Et moi, en fait, à la sortie, enfin, quelques temps après, je me disais, pourquoi j'ai pleuré, en fait. Et j'essaie un peu de revisionner un peu toute la séquence.
Et finalement, je trouve que j'avais besoin. Et puis, je me souviens, la dame, elle m'a dit Aristide. Parce que je pense qu'elle se disait que, à plus forte raison, peut-être pour les hommes africains, il se disait peut-être qu'il a été éduqué de cette manière où il doit pas montrer ses sentiments. Est-ce qu'elle a tort? Elle n'avait pas tort. On a grandi dans ça, on nous a expliqué ça. Elle n'avait pas du tout tort. Parce que moi, ça m'a fait du bien, en fait, après. Ouais. Je en ai parlé. Et je pense que, peut-être ce que je me disais, ce que je me disais que je n'aimais pas, c'était, je me disais, ah ouais, cette fois-ci, elle va le dire à tous les profs. Donc, du coup, comment les professeurs vont me voir? Ils vont me voir comme quelqu'un de fragile, donc, tu vois. Alors qu'effectivement, je pense que, et en plus, je savais bien qu'il y avait une structure normale, une cellule à l'université RND, une cellule d'écoute. Ouais. Mais à aucun moment dans ma tête, je me suis dit, il y a quelqu'un qui peut m'écouter, tu vois. Ouais. Parce que la chose que je n'aurais jamais fait, c'était de me tourner de demander de l'aide, tu vois. Ça, je ne voyais pas. Mais encore une fois, je ne pense pas que j'étais conscient de ça. Donc, du coup, effectivement, j'ai pleuré. Et une deuxième fois, j'étais... parce qu'on était réunis dans une aumônerie, en fait, d'étudiants, étudiants catholiques. Et donc, il y avait un prêtre, effectivement, qui nous accompagnait. À un moment, dans ma tête, je me suis dit, attends, je vais lui parler. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut se voir? Mais au début, qu'est-ce qu'on va parler? Non, du tout. Et j'arrive, il me dit, ça va rester? Je dis, oui, ça va. Et là, je me souviens que la chose que j'ai évoquée, j'ai dit, il y a ma famille qui me manque. Et là, je pense que c'était en 2018, donc 3 ans donc, après mon arrivée en France. Et donc, du coup, je me suis retrouvé en pleurs. Dans le parloir, là? Non, je l'ai trouvé en fait dans... je vois ce que genre en mode tu pars faire ta confession. Non, c'était pas en confession, c'était à son domicile. Ah oui. Donc, du coup, je me suis retrouvé en pleurs parce que tes péchés sont tellement immenses que le parloir ne suffit pas. Non, ça n'avait rien à voir avec mes péchés. Non, mais c'était juste que vraiment, je pense que j'avais ce besoin de parler et d'être écouté. Mais sauf que je ne l'avais jamais matérialisé, tu vois. Et donc, du coup, le fait qu'il me dit, ouais, tu peux venir. Mais je pense que lui, il avait vu quelque chose en moi. Ou peut-être il se disait, les étudiants étrangers, ils doivent avoir des difficultés. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il s'est dit, voilà. Il y a ça, ouais. Je pleurais, je me souviens très bien. Et après, ça m'a fait du bien. Oui. Et on est devenus des amis. Et jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Mais les larmes soudent, des fois. Ça peut, ouais. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. C'est vrai que parmi les défis d'ailleurs que j'ai cités là, je crois que j'ai pas parlé de défis administratifs, tu vois. Imagine, tu es étudiant, tu fais tes études, tu as une pression sur, tu dois réussir tes études, et de deux, tu dois penser à renouveler ton titre de séjour. Tous les ans. C'est déjà beaucoup. Tous les ans. Et les conditions pour renouveler ton titre de séjour, c'est l'assiduité de tes études, la sérieuxité, plus prise en charge aussi. Prise en charge, le fait de gagner des sous. En fait, c'est-à-dire que oui, mentalement, il y a une pression énorme. Beaucoup, hein. Mais je pense que tu vois, par exemple, aux États-Unis, c'est encore un autre level de pression. Là, c'est... Avec ce truc du self-made man. Là, c'est un autre niveau. Là, c'est un autre niveau avec tous les prêts qu'ils ont. Mais en tout cas. De la santé là-bas, tu vois. Ouais, mais en tout cas, je pense. Tu sais, petite histoire, c'est que en 2019, je trouve un stage à Paris. Là où je suis en stage et là où je vis, c'est très très loin. Je vivais chez un ami dans le 7-8 là-bas. Et moi, je bossais à Buzenval, pour ceux qui savent, à Paris, en plein Paris, dans le 20e, je crois. Et moi, j'avais caché à mon patron la vraie adresse. Au fait, c'était trop loin. J'étais trop loin. Ah, d'accord, ouais. En fait, donc, t'avais peur qu'il te... Ouais, tu vois. C'était trop loin. Non, en fait. Ouais, c'était trop loin. Parce que pour arriver au stage, je faisais
1h40 Ouais, quand même. voilà, de train, plus le métro, tout ça. C'était trop. Et surtout quand tu viens de Rennes, tu vois, t'es à Rennes, t'es habitué à Rennes et tu dois affronter Paris, faire un stage. C'était n'importe quoi. Donc du coup, moi, je veux citer son nom parce que je suis resté en contact avec mon patron de stage aujourd'hui. Voilà, je sais qu'il va peut-être tomber sur cette vidéo ou ce podcast. Je ne lui, peut-être il va l'apprendre là. Hein. Je ne lui ai jamais rien dit. Mais il y a un truc intéressant que j'avais remarqué, c'est que un jour, il m'appelle au bureau. Il me dit, j'ai vu que tu vas bien. Moi, je savais pas, mais je commençais vraiment à présenter des signes de fatigue énormes. Ouais. Tu vois, ça faisait déjà 3-4 mois. Ça se voyait. Mais moi, tranquille, tu vois, il m'appelle, il me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va, je sais pas, j'ai pas bien dormi, mais ça va, tranquille. Il me dit, non. Ouais, je pense que c'était le début. Si tu acceptes que tu avais mal dormi, donc peut-être c'était le début de... Ouais, tu vois, en fait, je voulais pas trop en dire et tout. Mais il a détecté que le mec, il va pas bien. D'accord, ouais. Non, il m'a dit, j'ai vu que ça... Puis le sommeil, ça c'est un truc que j'ai compris. Genre, Ouais. En fait, c'est le pilier, tu vois. Ouais, c'est ça. Avec l'alimentation. Parce que, il y a un truc. Ben, je dormais pas bien. Pourquoi? Parce que, vu que je suis à 1h, je sais pas quoi, c'est-à-dire, quand j'arrive, je me souviens que le boulot commençait à 9h, mais moi, c'est vrai que tu vas faire 1h30, machin chouette, mais tu dois prendre de l'avance pour esquiver le truc. Donc, moi, c'est à 6h que je me levais. D'accord. Je partais. Donc déjà quand je commence le boulot, je suis déjà fatigué au fait. Ah ouais. À 9h, tac, je commence. Dès qu'on a la pause à midi, 13h, je suis déjà éclaté quoi. La reprise, c'est juste pas C'est possible. dans le dur, quoi. C'est dans le dur. Ça veut dire que l'après-midi, L'après-midi, c'est difficile. Exactement. C'est une montagne. tu peux pas tenir, donc t'es Voilà. là, mais t'es pas là en même temps. Voilà. Et quand à 17h30, on finit tout ça, le temps de descendre, prendre le métro, j'arrivais toujours chez mon pote à C'est un autre calvaire, 20h. ça. Tu vois, t'arrives à 20h, t'es fatigué, vous discutez un peu, tu dois dormir. Ah, Et- Tu commences déjà à penser Ouais, au jour suivant. et je l'ai fait. Et il a remarqué. En fait. Ah ouais. Tu sais, il a remarqué. C'est un truc, moi je dis, pour rigoler avec les potes, je leur dis souvent que moi, je fais partie des gens qui ont commencé le télétravail. Parce que quand il a remarqué, il m'a dit, j'ai vu que je sens que... Non. Tu prends le PC, travailles depuis chez toi. retourne à Rennes, Ouais. bosse depuis chez toi. Ouais. C'est incroyable. Ouais, mais c'est trop bien qu'il ait fait ça. C'est Exactement, incroyable. ouais. bien. C'est humain, ouais. C'est incroyable. Tu vois, même moi, je me disais, oula, c'est un piège. Il t'a sauvé la mise ah non. un peu, tu vois, parce que... Et il me dit, c'est incroyable. Moi, j'ai besoin de ce stage. En plus, le stage, moi, ça m'aidait beaucoup. Parce qu'il y a aussi un truc. Il y a la famille qui compte sur toi parce que tu dois réussir. Mais des fois, un petit truc comme ça, t'as envie de faire plaisir à ta petite sœur, tu lui fais un petit virement de 20 euros, Ouais. 30 euros et tout. Et tu vois, moi, on me payait, c'était une gratification de 560 euros par là, tu vois. Donc, tu prends, tu vois, je tenais à ça. Je me disais, je veux ce stage, tout ça, et je veux pas qu'ils me mettent à côté parce que j'arrive pas à bosser, tout ça. Et il m'a dit, bosse de chez toi. Et quand je suis rentré à Rennes, je bossais depuis ma chambre course, j'étais d'une performance incroyable. ouais, bien sûr. Incroyable, tu vois. Donc c'est ça. Autour de vous, il y a sûrement des gens qui souffrent, il y a sûrement des gens qui ne disent rien. Vous En pouvez, difficulté, ouais. voilà, en difficulté, vous pouvez voir ça hein, à travers leurs yeux, leurs regards, et vous pouvez les accompagner, et voilà quoi. C'est la raison d'être d'ailleurs de notre thématique aujourd'hui. En effet. Eh bien, effectivement, je vais continuer avec Martin. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à des étudiants étrangers, enfin, à des étudiants en général, et à des étudiants étrangers, quels conseils tu pourrais leur donner, en fait, parce que je sais très bien que, peut-être à cause de backgrounds différents, culturels et tout ça, comme moi, effectivement, on n'a pas cette sensibilisation par rapport à tous ces défis. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui Je leur en dirais- termes de prévention, peut-être? Ouais, je leur dirais déjà, écoutez pas tout ce que vos parents vous disent. En tout cas, des étudiants français, Ouais. tu vois. Genre, moi, c'était mon erreur, tu vois, suivre à la lettre les recommandations. Mais en même temps, d'un autre côté, je dirais, si vous êtes en difficulté, tu vois, c'est pas évident parce que ouais, j'ai demandé de l'aide, quoi. Oser aller voir une structure ou parler à un pote. Ça peut être se parler à un pote, je pense que c'est la bonne méthode, voir un frère ou une sœur.
Un pote qui ne se moque pas. Ouais, voilà, c'est ça vois. aussi. Tu vois. Mais c'est ça aussi, hein. C'est pour ça que Qui moi, est j'en dans la parlais pas, compassion. tu vois. Non, écoute, je vais te dire. Par exemple, en Tunisie, comment je souffrais là. Peut-être que mes potes, ils le découvrent maintenant quand j'en parle, mais vu que mes potes, c'est on se charrie beaucoup, Ouais, c'est des ça, tu moqueurs, vois, des fois, on ouais, rigole. moi, c'est Tu sais pareil. pas trop, est-ce que quand tu vas dire à quelqu'un que la famille me manque, ou bien que truc. Tu te sens pas légitime, en fait. Ouais, Qui tu est vois. fragile. Je lui dis, ils vont se moquer, Ouais. ou peut-être qu'ils vont pas se moquer. Mais c'est vrai, il y a des gens. Ils vont prendre ma situation des gens à qui la le font. légère, en Ouais. mode, il y a que ça qui te dérange, ça va, il y a pire. Ouais, Sauf que pour moi, le pire, il est là. Ouais. Donc, tu vois, mais il y a tout ça aussi qui bloque, tu vois, t'es dans ton coin, tu veux pas en parler, quoi. Ouais, carrément. Bah ouais. Effet de groupe aussi, ouais. Parler un à un avec un pote, ça marche bien. Ouais. Franchement, tu le prends à partie, tu te livres un peu, tu peux l'inviter. Ouais. Ben moi, je vais en profiter pour faire une dédicace. Il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Le père Dominique, un père prêtre catholique, hein, c'est la première personne que j'ai... Je dirais que c'est la personne que j'ai consultée, quoi. Le père Dominique. C'est En France ou. Non, en Tunisie. En Tunisie, ok, d'accord. J'ai pris rendez-vous, on a discuté, je lui ai fait part de tout ça. Et c'est lui, en Tunisie, qui m'a mis en contact avec un thérapeute. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai vu un thérapeute pour la première fois en Tunisie. Tu vois, je n'y avais jamais pensé avant. C'est ça que je dirais, tu vois, genre, par exemple, si tu vas voir un psy, tu te sens pas bien et tout, ça peut être anxiété ou insomnie, tout ça, tu vas voir un psy, ça marche pas, et bah, persévère dans le sens où si ça marche pas avec ce psy, tu peux toujours en trouver un autre qui va mieux te correspondre, la méthode sera plus adaptée, etc., quoi. Il y a plein de courants dans la psychologie. Chez les psys, tu sais, t'as les freudiens, psychanalytiques, ceux qui vont chercher à comprendre le pourquoi du comment, machin. Ouais. Mais t'as aussi ceux qui vont mettre en place des thérapies un peu, TCC, tu vois, thérapie cognitivo-comportementale. Donc là, ils vont te faire prendre conscience que, bref, tout plein de... Ils vont casser des schémas dans ta tête. Moi, c'était mon cas, tu vois, j'avais mis en place des fausses croyances, des faux schémas qui m'incitaient à me replier sur moi, en fait. Donc ouais, pas hésiter. Ouais, c'est ça. Franchement, dès que moi j'en ai parlé au père Dominique, je lui ai parlé de tout ça. Je revois encore tu vois, quelqu'un qui a de l'écoute, quoi. Il t'écoute et tout. Et je me souviens, je chiale devant lui, tu vois. Je chiale devant lui, je lui fais comprendre que la famille me manque et surtout j'ai des lourdes responsabilités, je dois réussir et tout. Oui, il faut savoir qu'à ce moment-là aussi, je fais Campus France là pour venir en France, ça marche pas. Tu vois. Sauf que moi, dans ma tête, la France, ça reste à ce moment-là, c'est vraiment ma seule option pour essayer de continuer de rêver, de trouver quelque chose, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de pression et je lui en parle. Il me met en contact avec un thérapeute. Et c'était la première fois que je parlais à un thérapeute. Ça, par exemple, j'en ai jamais parlé. Hein. Mes amis, mes proches, voilà, j'ai vu un thérapeute à Tunis. Ça s'est très bien passé. Ça m'a beaucoup aidé. Et jusqu'à ce que la musique me sauve. C'est ça. Ouais. Et quand je découvre que je pouvais faire la musique en Tunisie, aller au studio, ça a tout changé, quoi. Ça a tout changé, je commençais à aller au studio. Donc c'est vraiment, je faisais la musique pour... Mais d'ailleurs, toi-même, Martin, t'es artiste, tu fais de la musique. Peut-être que ça t'a aussi aidé, ou ça t'aide toujours, quoi. Moi, ça a été une... déjà, avec mes potes à l'époque où ça allait pas bien et que j'avais pas encore fait mon burn-out, là. Déjà, on kiffait trop le rap et tout, tu vois. On était passionnés avec... et on faisait des petites sessions écriture, tout ça. Mais c'est au moment du burn-out, en fait, j'ai découvert, puis tu sais, j'ai eu une crise de conscience existentielle un peu, un truc avec la foi, tout ça. Et il y a plein de choses qui se sont entremêlées. Et pendant le moment où j'étais hospitalisé, je me suis mis à écrire comme un fou. Et tu sais, des petites punchlines qui viennent un peu comme ça, tu vois. À l'époque, c'était un peu la fille, je mettais ça sur Facebook, tu vois. Genre, enfin bref. Mais ouais, c'est venu de là, donc beaucoup écriture et extériorisation en fait des sentiments négatifs, tu vois. Ouais. Donc le rap c'était top pour ça et voilà, ça me suit, hein, c'est trop bien. Ok. Et voilà, d'ailleurs, si nous abordons ce sujet, hein, c'est pour pousser certaines personnes, surtout les étudiants étrangers, à briser la honte et à ne pas hésiter à demander une aide psychologique. Le sujet de la santé mentale reste tabou dans nombreuses sociétés à travers le monde et l'Afrique ne fait pas exception.
Voilà. Et d'ailleurs, si nous précisons, nous parlons de l'Afrique, c'est parce que Aristide et moi, sommes deux enfants d'Afrique, hein, et nous savons très bien que le sujet de santé mentale est un tabou que nous emmenons partout avec nous. Beaucoup d'étudiants étrangers en France souffrent psychologiquement, restent dans leur coin et ne se laissent pas accompagner. Aristide, quels seraient selon toi les facteurs qui contribuent à ce tabou ? Alors, il y en a quand même pas mal, mais en premier lieu, je dirais que c'est la peur d'être stigmatisé. Je pense que tout le long de nos discussions, de nos échanges, on en a parlé. Dans certaines cultures, les troubles mentaux peuvent être attribués à la sorcellerie, à la possession par des esprits maléfiques, à une punition divine ou à un mauvais sort. Donc ces croyances peuvent entraîner l'isolement, la honte et la discrimination envers les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Au lieu de chercher de l'aide médicale, les familles peuvent se tourner vers des guérisseurs traditionnels ou des chefs religieux. Donc, au lieu de toucher le fond vraiment du problème, il faut dévier. On trouve d'autres alternatives. C'est pas suffisant. Ouais. Exactement, tout à fait. Et deuxièmement, je dirais, il y a la perception aussi négative. La maladie mentale est souvent associée à la faiblesse de caractère, ce qu'on a aussi évoqué, à la paresse, à la dangerosité ou à l'imprévisibilité. Et les personnes concernées craignent d'être jugées, rejetées par leur communauté, de perdre leur emploi ou de voir leurs relations sociales et familiales se détériorer. Et je dirais aussi qu'il y a la perte de la réputation. Les familles peuvent avoir honte d'avoir un membre souffrant de troubles mentaux et préférer cacher la situation pour éviter le déshonneur. Cela peut empêcher la personne concernée de recevoir l'aide dont elle a besoin. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres handicaps aussi. Des fois, par exemple, je sais qu'il y a des familles où il y a, même en dehors de la santé mentale, un handicap. Je sais pas, la plupart des fois, ça, ce sont des témoignages. La plupart des fois, ce genre d'enfants ou de personnes qui ont cet handicap-là, ils sont mis à la marge, en fait. Parce qu'ils disent, ils veulent avoir cette bonne image de la famille, alors que normalement, il y a un problème. Donc, du coup, c'est le cas aussi, ça peut être le cas aussi pour la santé mentale. Donc, et enfin, je dirais la culture du silence. Ça, c'est très important. Dans certaines communautés, il existe une culture du silence où les problèmes personnels et émotionnels ne sont pas discutés ouvertement. L'exemple n'est pas loin. Je pense que tu en as cité, Martin en a cité, moi aussi j'en ai cité. Donc, le fait de se dire... je pense qu'on n'est pas conscient, en fait. C'est clair. On ne le fait pas volontairement. On se dit, c'est bon, on le garde pour nous. Ça va passer. Ça va passer. Mais plutôt, ça t'orange. Petit à petit, comme tu l'as dit, la santé te met par terre à un certain moment. Ça t'est arrivé, Martin, de garder pour soi, de pas rien dire par... moi, c'est ce que j'ai fait au début. Ce que j'ai fait au début. Et mais tu vois, j'ai même plus jeune, en vrai, genre adolescent et tout, tu sais, t'es dans des bandes et tout. C'est pas méchant, mais il y a trop, ça va se moquer, tu sais, ça va railler, tu vois. Si tu fais genre, parce qu'en plus j'étais dans une bande un peu, c'est un peu, c'est vrai qu'à l'école c'est violent quand même. Hein, quand tu vois, ça rigole beaucoup, ça se moque, tu vois. Des fois ça victimise, ça harcèle. T'as pas envie d'être, tu vois. Le harcèlement, ça c'est un sujet, hein. Ça, c'est un sujet. Et malheureusement, ce genre de comportement, ça pousse les personnes qui sont victimes à s'isoler encore plus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. À se mettre une carapace par-dessus soi. Et c'est à ce moment-là, pour moi, faut pas... Il y a certains troubles mentaux, tu peux pas trop y échapper, mais quand même, même si, tu vois, on dit certaines maladies, c'est génétique, il y a la part environnementale, il y a plein de choses. Mais je pense qu'avec la bonne communication et en n'ayant pas peur de demander à l'aide à quelqu'un, tu vois, tu peux ne passer à côté des gouttes et pas développer une maladie qui va te suivre toute ta vie, quoi. Ne pas devoir prendre de médocs. Très important. Je pense que c'est pour ça prévenir au lieu de guérir, tu vois.
En effet. Mais d'ailleurs, juste comme ça, pour l'anecdote, Aristide, toi, à l'école, avant, est-ce que ça t'est arrivé d'être mis de côté, harcelé, ou c'est toi qui étais l'harceleur et tout, je sais pas. Mais à l'école, comment t'étais plutôt avec tout le monde, on te mettait de côté ou Alors, je n'ai pas vécu aucune des deux situations, Ok. mais je pense que c'est comme je l'ai dit, hein. Aujourd'hui, c'est avec un peu de recul qu'on peut se dire. Enfin, j'ai été témoin, par exemple, des actes de harcèlement, effectivement, où les gens le prennent pour. Ouais, c'est ça, tu fais pas gaffe. Exactement. Puis tu dis, bah vas-y, c'est pas moi, donc ça va. Ouais, exactement. Et avec un peu de temps, aujourd'hui, avec les conséquences du harcèlement scolaire, par exemple, tu te dis, ça ravage quand même des vies humaines. Oui. Donc, du coup, tu te dis, donc ça vaut le coup quand même d'en parler. Est-ce que c'est le fait d'être papa qui ça te touche beaucoup plus quand tu deviens papa? Ça, j'ai déjà pensé, effectivement. Bon, ça, j'ai déjà pensé. Je me dis, et surtout quand j'entends des témoignages, je me dis, donc ma fille peut se retrouver dans cette situation. Et là, tu essaies de te dire, il faut que enfin, si tu veux. Moi, j'ai déjà, dans ma tête, je me dis, il faut que je développe certains mécanismes. Il faut que je parlais souvent à ma fille. Et donc, avant, effectivement, que la situation n'arrive. Et des fois, même, je me mets dans des situations où je vois que ma fille est harcelée. Alors que c'est pas le cas. Mais je me dis, mais quand même, ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. Donc, du coup. Et même, tu vois, genre, si t'es témoin aussi de quelqu'un qui se fait harceler, bah. Tu sais, faut en parler et tout. Faut dire, hein, parce que moi, c'est vrai que des fois, j'ai pas su dire, je pense, ou tu vois, des trucs comme ça. La personne, bah voilà. Moi-même, j'ai été victime aussi, tu vois. Et mais voilà, c'est clair, faut en parler. Tout à fait. Dénoncer, faut dénoncer. Parce que... Non, mais effectivement, parce que tu sauves une vie, en fait. Si tu le fais, tu sauves une vie. Parce que de toute façon, ces blessures-là restent. Ça suit toute la vie. Hein. Tout à fait. Enfin, là, c'est quand, effectivement, la personne... Parce qu'après, on sait très bien où ça peut finir. Des fois, ça peut finir... Oui, dramatiquement. Exactement. Suicide, donc, du coup... Mais en tout cas... C'est important ce que les gens d'évoquer, Martin. En tout cas, moi, à l'école, encore une fois, vu que moi, j'étais souvent le gars cool... le gars cool de l'école. Tu vois, la première fois que je monte sur scène pour faire du théâtre, j'ai 3-4 ans. En fait, en gros, c'est toujours... Voilà, je suis le mec cool, quoi. Personne ne me... En fait, je subis pas de harcèlement. Je n'harcèle pas non plus. C'est juste un mec qui est là, quoi. Tu vois, ils sont contents de me voir, je suis content de les voir. Donc moi, j'ai pas trop... Moi, je disais que j'étais cible d'harcèlement, mais c'est pas exactement ça. C'est un peu différent. Mais j'étais dans une borne, la bande de ma commune, tu vois. Et du jour au lendemain, on me dit, bah, t'es plus le bienvenu. Tu vois. Donc il y a un peu cette peur de l'abandon. Le rejet, quoi. Petite peur du rejet, de l'abandon qui se met en place, tranquille, tu vois. Et après, ces gens-là, je retourne dans leur classe quand j'arrive au collège. Donc après, je me rends compte un peu aussi pourquoi et tout ça. J'ai compris aussi que j'avais peut-être un peu trop ouvert ma bouche, mais il y avait quand même des comportements certains ont eu qui étaient intolérables, tu vois. Donc voilà, ça laisse des traces. En tout cas, c'est top. Mais est-ce que, là, vu qu'on arrive à la fin, mais est-ce que tu t'aurais un mot à dire par rapport au podcast, par rapport à ce moment qu'on vient de passer? Un plaisir, j'ai vu que de m'avoir invité. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir même, tu vois, si ça peut sensibiliser un peu au sujet et tout. Grand plaisir. Et puis, c'est vrai que concernant les étudiants étrangers, n'hésitez pas à demander de l'aide, quoi. Là, il y a des structures, il y a des gens qui peuvent vous écouter, vous aider. En effet. En tout cas, pour conclure, je donnerai un petit conseil. Consulter un psychologue n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve d'intelligence. Les psychologues sont des professionnels de la santé mentale formés pour écouter, comprendre et accompagner toute personne en difficulté. L'aide psychologique offre un espace sécurisé et confidentiel où les étudiants peuvent exprimer librement leurs émotions et leurs pensées sans jugement. Cette démarche proactive permet non seulement de résoudre les problèmes actuels, mais également de prévenir de futurs déséquilibres mentaux.
Si tu es étudiant international et que tu te sens perdu, stressé ou simplement en difficulté, n'hésite pas à demander de l'aide. Des ressources existent pour te soutenir et t'accompagner dans cette nouvelle étape de ta vie. Comme à l'accoutumée, nous allons finir par un proverbe. Aujourd'hui, c'est un proverbe japonais. Ok. Donc, voilà. Tombe 7 fois, relève-toi 8. Bah, je vous en souhaite bonne réception. Ouais. Voilà, Merci. Mais Martin, tu passeras à Radio Laser pour parler de ta musique. À mort. Voilà, n'hésite pas. Les gens sont accueillants ici. Donc, merci encore à Radio Laser de nous donner cette opportunité de mettre en avant ces problématiques, d'en parler en toute liberté. Et pour tous les étudiants étrangers qui aimeraient raconter leur histoire, leurs expériences, du moment où vous sentez que ça pourra aider ou inspirer les autres, n'hésitez pas. Et nous recevons déjà beaucoup de messages, c'est très très bien, on est très contents. Et merci beaucoup à Aristide d'être là, merci beaucoup à Martin, et c'était un plaisir. Aristide, je te laisse pour le mot de la fin encore une fois. Non, c'était juste, c'est pour ajouter aussi... on invite aussi d'autres personnes autres que les étudiants, En effet. qui auraient une intervention au fait. En effet, mais j'en profite de dire ça vu qu'il nous reste quelques minutes. Donc j'ai reçu il y a quelques jours un message d'un avocat, d'un spécialiste en droit des étrangers qui m'a écrit, qui m'a demandé il pouvait passer. Je dis oui, en plus c'est un avocat, c'est un avocat en droit des étrangers, bien évidemment. Il y a des trucs peut-être qu'on connaît pas ou. En plus, c'est une parole d'expert. Donc, en effet, il n'y a pas que des étudiants, mais toutes les personnes qui sont... Par exemple, voilà, donc Martin est un humain avant tout, qui a une expérience, et on a voulu vraiment combiner ces deux visions-là pour voir comment on peut avancer, quoi. En tout cas, les amis, c'est fut un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et en plus, là, il commence à faire beau. Mais bon, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.